oui, je posais la question à propos de la confusion possible pour les élèves entre le genre des mémoires, le genre du journal, puisque effectivement, vous nous avez bien dit que c'était écrit de manière rétrospective, environ 10 ans, un peu plus de 10 ans après, mais le général présentant les faits de manière chronologique et employant souvent le présent, est-ce que les élèves n'auront pas pourront bien faire la différence entre le genre d'un journal de guerre et de mémoire de guerre? Oui, concernant l'usage du présent, c'est un usage stylistique, il me semble. De même que pour la présentation chronologique, en fait, elle est chronologico-thématique, donc ça marque une volonté de composition, une volonté de structuration. Oui, donc effectivement, ce n'est pas du tout un journal, c'est un texte qui est très composé, très structuré, pour proposer une certaine image de la France en guerre, pour proposer peut-être même un certain mythe de la France en guerre. Et là aussi, peut-être que l'usage du présent n'est pas innocent, puisqu'on est peut-être dans un présent un peu atemporel du mythe, où les temporalités se superposent, même si effectivement, bon, dans le même temps, il y a un aspect chronologique et historique évident. Donc, effectivement, bon, ce n'est pas un journal écrit au jour le jour, on le sait bien, puisqu'il y a cet effort de composition. Et ce qui est important, on y reviendra peut-être sur cette idée d'élaborer un mythe, hein, un mythe de la France, peut-être aussi un mythe de l'homme providentiel. Tout à fait. Et je me demandais s'il y a d'autres mémoires d'hommes de guerre comme avant lui. Évidemment sans remonter à César, mais par exemple dans ses contemporains, est-ce qu'on trouve chez Churchill, dans ses mémoires, la même attention aux actions militaires, proprement militaires? Alors je pense que vous pouvez remonter effectivement à César, Oui. c'est assez évident. Sauf qu'il ne dit pas je, mais... Oui, voilà, mais bon, quand même avec l'usage de Gaulle, de Gaulle, bon, la rhétorique quand même du texte qui évoque tout de même la rhétorique latine, j'imagine que l'on peut effectivement remonter jusqu'à César. Alors de manière beaucoup plus contemporaine, effectivement, Churchill joue un rôle en fait structurant dans le salut, comme dans les mémoires de guerre. Il joue le rôle de l'allié, il joue le rôle également du rival, et il a une fonction en fait d'alter ego dans le texte. Et le fait que Churchill soit assez peu près, enfin, pas très présent quantitativement, mais tout de même toujours là, évoque effectivement Plutarque et sa vie des hommes célèbres qui repose toujours sur un parallèle. Donc je crois que Churchill a un rôle tout de même structurel dans le salut. Et ce que l'on peut remarquer, c'est que Churchill a écrit avant de Gaulle ses mémoires sur la Seconde Guerre mondiale. Alors en 6 volumes, c'est très long, et qu'il a en fait obtenu le prix Nobel, et on peut imaginer que tout de même, d'une certaine manière, de Gaulle peut-être se place dans un rapport peut-être d'émulation par rapport au grand allié, au grand rival Churchill, lorsque lui aussi fait paraître chez le même éditeur, enfin chez l'éditeur français de Churchill, à son tour ses propres mémoires. Peut-être peut-on dire que l'enjeu n'est peut-être pas le même. Chez Churchill, effectivement, on a davantage peut-être quelque chose de l'ordre du témoignage, évidemment du témoignage orienté puisqu'il s'agit des mémoires d'un homme politique, mais qu'on n'a peut-être pas, chez Churchill ce projet de pédagogie nationale que l'on trouve chez De Gaulle, avec vraiment la volonté de composer un ouvrage et puis de construire un mythe. Chez Churchill, on est peut-être davantage dans quelque chose qui serait de l'ordre du factuel, davantage que dans cette grande reconstruction gaullienne en 3 tomes des mémoires de guerre. C'est beaucoup plus construit chez De Gaulle. Donc cette perspective de centrer sa réflexion sur la France, de construire le mythe de la grandeur de la France, est-ce que ça peut expliquer quelque chose qui m'a un peu étonné, qui risque d'étonner les élèves, c'est-à-dire qu'ils s'attardent aussi peu sur des événements qui nous paraissent majeurs, la découverte des camps d'extermination, de concentration, la bombe à Hiroshima. Il en parle, mais vraiment très 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 fugacement. Et je pense que ça va un peu étonner nos élèves. Question d'époque, parce qu'on en parlait moins à cette époque-là que maintenant. On n'avait pas non plus toutes les archives
Mais est-ce qu'il y a un autre propos qui serait effectivement d'exalter certaines choses qui peuvent donner courage, confiance et d'occulter certains... Bon, on avait aussi, il est dans la démarche d'une réconciliation avec l'Allemagne au moment où il écrit. Est-ce que ça peut expliquer certains silences? Oui, c'est, je crois, comme vous le dites, une question d'époque sur certains points, en particulier les camps de concentration, donc ils sont mentionnés une seule et unique fois dans Le Salut, sous le terme, je crois, de camp de déportation, si ma mémoire est bonne. Effectivement, bon, c'est un point en fait qui est venu sur le devant de la scène des historiens tardivement. Mais plus globalement, effectivement, le fait qu'il y ait des points très évidemment occultés, bon, nous oblige tout de même à nous rappeler que les mémoires de guerre, on ne peut pas lire ça comme, comme un ouvrage d'histoire, que c'est vraiment une vision orientée, stylisée, que propose De Gaulle. Donc en fait c'est stylisé, c'est orienté, c'est tout de même centré sur le destin de la nation française. C'est à ce titre peut-être qu'on peut, mais il y a peut-être d'autres raisons, mais que les bombes ne sont pas évoquées, puisque bon, la relation de la France au Japon est tout de même beaucoup plus beaucoup plus distante qu'avec l'Allemagne, où de toute façon De Gaulle inscrit la Seconde Guerre mondiale. Pas uniquement, enfin il en considère les enjeux mondiaux, il les considère d'ailleurs dès l'appel du 18 juin, mais en même temps il les replace dans le contexte d'une histoire longue des guerres franco-allemandes qu'il fait remonter à 1870. Donc il y a tout de même cette volonté de considérer la Seconde Guerre mondiale selon un axe des guerres franco-allemandes. Donc effectivement, là, Hiroshima, effectivement, est peut-être un peu en dehors du sujet. En ce qui concerne Brasillac, et ce qui concerne aussi les deux autres points occultés, mais peut-être de manière moins évidente. En ce qui concerne Brasillac, il faut rappeler ce que vous disiez, en fait, c'est que vraiment là ce qui est construit, c'est une épopée de la France libre, considérée comme la vraie France, et que De Gaulle a tendance évidemment à occulter tout ce qui est l'ordre, alors non seulement en ce qui concerne Brasillac de la collaboration, mais même du collaborationnisme, une adhésion vraiment au projet nazi. Donc effectivement, enfin, c'est dans la logique, me semble-t-il, de son projet d'occulter en fait ce type de point historique qui n'est pas consensuel, qui détruirait la lisibilité du mythe. D'autant que De Gaulle n'a pas gracié Brasillac, ça ne va pas non plus dans le sens de l'unité. Enfin, rappelons-nous le titre du volume précédent, le refus de la grâce ne va pas dans le sens de l'unité nationale. Donc la France a des plaies, il ne faut pas mettre le doigt dessus. oui, tout à fait. Oui, c'est occulté. Oui, c'est ça. Et si je peux me permettre peut-être de proposer une référence bibliographique, hein, c'est assez court, c'est de Jean-Louis Crémieux-Briac, l'introduction en fait des mémoires de Charles de Gaulle dans la Pléiade. C'est vraiment très éclairant à ce sujet, enfin, du point de vue de la construction en fait d'un mythe de la France libre assimilé à la vraie France. C'est vraiment très éclairant. Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans ces 2 pages consacrées à l'épuration. Quelques enfants ont trahi, il faut les pleurer, même s'ils se sont trompés, parce qu'il reste des enfants de la France, et puis on passe à un autre sujet. Il ne s'attarde pas du tout sur la collaboration. Mais en quelque sorte, le salut, c'est la fin de l'épopée, parce que le peuple le suit encore dans les premiers chapitres, il l'acclame à la libération, et puis très vite, il sent que l'opinion publique ne le suit plus. Chaque fois qu'il s'accroche avec soit les Américains, soit les Anglais, que ce soit dans la presse ou à l'Assemblée consultative, il se fait plutôt critiquer. Donc il a très vite le sentiment qu'on a aimé en lui le sauveur, enfin le chef de guerre, et qu'on continue à suivre l'homme politique, mais qu'on ne va pas le suivre très longtemps. Qu'il y aura une faille entre le peuple et lui. Donc il y a finalement une réflexion assez amère aussi sur son rôle et sur le pouvoir. Alors c'est vrai que le titre du salut, comme vous le dites, peut sembler un peu paradoxal dans la mesure où on aurait une courbe descendante avec le départ du général de Gaulle. Mais dans Départ, il y a cette prosopopée de la nature avec le fait que l'hiver va de toute manière ouvrir sur une renaissance. Donc il y a des choses qui se préparent en fait en filigrane. Et la fin de l'annexe, c'est le discours de Bayeux en fait qui lance des premières pistes pour la Ve République. Donc en fait...
il y a différents cycles en fait, qui se superposent. Le cycle de la désillusion, du malentendu supposé, de ce qui est raconté, mais qui ouvre tout de même sur l'époque de la publication et le retour au pouvoir du général de Gaulle. Donc en fait, il y a une ambiguïté, parce qu'en fait, le volume ne s'achève pas sur l'image du vieil homme contemplatif, retiré, non compris effectivement de ses concitoyens ou de ce qu'il appelle le peuple. Donc il y a une ambivalence, mais c'est vrai que le titre du salut peut paraître relativement paradoxal dans la mesure où après le chapitre central qui est la victoire, on assiste à un mouvement descendant en fait. Intéressant aussi, c'est ce titre, le salut et pas la victoire, justement, parce que ça a quand même, le salut, une connotation religieuse. Enfin bon, on sait que le général de Gaulle baignait là-dedans, que les auteurs religieux, Bossuet, Lamennais, etc., étaient dans sa formation et dans ses goûts. Mais c'est vrai que c'est un titre qui peut paraître un petit peu particulier, connoté. Mais aussi, par rapport à la victoire, peut-être le salut donne-t-il des prolongements plus optimistes, d'une certaine façon, même si la chute, les derniers chapitres, comme vous l'avez dit, ont des titres négatifs. Le salut, c'est pas temporel, ou temporaire, alors que la victoire peut être temporaire. Je ne sais pas. C'est intéressant ce titre, enfin, il est un petit peu intéressant, dérangeant, enfin, comme on veut. En fait, comme vous dites, oui, on n'est pas uniquement dans l'espace de la temporalité, mais on est aussi dans l'espace de l'intemporalité du mythe, et du mythe chrétien, effectivement. Ce n'est pas un terme isolé, puisque je n'ai pas noté le nombre d'occurrences, mais miracle est, je crois, vraiment très récurrent dans le texte. Et effectivement, vous rappelez donc des lectures chrétiennes de Gaulle, ses convictions. On est aussi, je crois, peut-être dans une rhétorique qui est la rhétorique mystique de la Troisième République, qui est, peut-être pas tout, qu'on peut retrouver aussi dans ce qui se superpose aussi à différentes autres sources pour ce terme de salut, qui effectivement n'est pas aussi factuel que le titre La Victoire. Enfin là encore, je crois qu'on est plutôt dans la sphère du mythe que simplement sur la scène de l'histoire. Ce qui semble peut sembler aussi paradoxal, c'est qu'avec un titre comme le salut, le terme qui revient très souvent dans le livre, dans ce tome, c'est l'idée de destin. Qui nous ramène à la tragédie antique, mais salut, destin, c'est assez fréquent de retrouver ce mot de cette vision de cycle, en fait, cette vision cyclique de la France, considérée effectivement comme ayant un destin, comme étant une personne. Ça remonte peut-être au-delà, mais c'est au moins très ancré chez Michelet, en fait. La France comme une personne, c'est encore... C'était de ses lectures incarnées aussi par Jeanne d'Arc. C'est que c'était un personnage important pour De Gaulle. De Gaulle est une sorte de Jeanne d'Arc, bien sûr. Jeanne d'Arc masculin. Voilà.